Bonjour Julie. Bonjour Salomé. Écoute, je te propose dans un premier temps de parler de toi, de ton métier. On parle beaucoup du consommateur et souvent on le voit sous forme de prisme, de panel, de data, tu le sais. Mais sur le terrain, lui, le shopper ne pense pas à la segmentation, au taux de conversion, au taux de réachat. Il pense, est-ce que ce produit me correspond? Et c'est là effectivement que tout se joue dans ce petit écart entre les intentions marketing et la vraie vie du rayon que tu connais. Alors Julie, tu connais cet écart évidemment mieux que personne puisque tu es fondatrice du cabinet Focus Shopper et tu vas nous en dire un peu plus. Depuis plus de 20 ans, tu observes les comportements d'achat, tu décryptes justement les signaux faibles et tu aides les marques à remettre finalement un peu d'humain au milieu des décisions marketing. Tu es aussi, et on est aujourd'hui, professeure à l'Université de Paris-Dauphine, formatrice LSA et spécialiste de ce que beaucoup oublient, le shopper, le regard du shopper. Alors, avec toi, on va parler de comment se font les études shopper aujourd'hui, ce qu'elles disent, mais aussi ce qu'elles cachent. On parlera d'émotions, de guerre des prix, de cohérence entre le digital, le magasin et cette grande question qui nous anime tous. Comment recréer du lien avec notre cher consommateur qu'on croit finalement connaître? Mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Qu'est-ce que tu en penses? Bienvenue dans cet épisode sans filtre ajouté, donc un moment pour remettre justement les pieds dans les magasins, sur le carrelage, comme j'aime le dire, à hauteur des yeux, à hauteur du chariot. Qu'est-ce que tu penses déjà de cette petite introduction? Elle est très complète, merci beaucoup. Je vais juste rajouter, parce qu'il faut être pointilleux là-dessus. Bien sûr. Je suis professeure associée. Associée, tout à fait. Absolument. Parce que voilà, j'ai ce statut-là, puisque en étant professionnelle, j'ai ce statut. Donc, et quelle est cette spécificité justement? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est un statut qui est venu des États-Unis pour vraiment avoir une intervention sur la durée de professionnels en fait et qui vient compléter toutes les équipes des enseignants-chercheurs. Et notamment, il y a un gros labo au niveau recherche à Dauphine dans le marketing. Donc voilà, on est complémentaires. On n'est pas très nombreux, mais on est complémentaires. Donc oui, professeur associé, c'est mieux. Non, mais c'est bien que tu l'exprimes et que tu l'expliques. C'est vrai que je l'avais vu effectivement dans ton titre, mais je ne savais pas comment l'expliquer. Oui. Donc c'est très intéressant. Donc Julie, tu observes les comportements shopper depuis plus de 20 ans. Avant de parler d'expérience, d'émotions, etc., j'aimerais commencer tout d'abord par la base. Comment se font les études shopper aujourd'hui? Alors, sur Sans filtre ajouté, tu as, pour te parler un peu de l'audience, autant des chefs de secteur, des directeurs de magasins, des catégories managers, des chefs de produits. Donc, on est plus ou moins tous différents au niveau de notre connaissance des études shopper. Et je serais ravie que tu m'en parles un peu plus. Alors, les études shopper, en fait, aujourd'hui, ça part souvent des données panel. Donc, évidemment, ce sont des volumes de vente. Il y a aussi les paniers. Donc, quand on est directeur de magasin, on voit exactement les sorties et on voit ce qui est acheté. Dans les programmes de fidélité aussi, les encartés, on voit. Et puis, ça, c'est de plus en plus traqué. Donc, il y a déjà ce gros noyau dur de la data par rapport à toutes ces infos utiles sur ce que les shoppers achètent. Je vais y arriver. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a les études qui sont vraiment centrées sur donner la parole aux shoppers. Là, il y a une grosse majorité, ce sont des études quanti. D'accord. Et depuis un paquet d'années, ce sont des études online. Donc, on est sur du déclaratif. Donc, oui, évidemment, on peut qualifier. Je suis allée dans tel magasin parce que j'avais besoin d'acheter tel et tel produit. Et voilà ce que j'ai acheté au bout du compte. C'est très factuel. Et c'est une donnée qui est évidemment essentielle et qui vient corroborer tout ce qui est donc les données des panels. Et puis, donc il y a de plus en plus en fait d'études online et typiquement la période du Covid a vachement poussé à ça. Pour plein de raisons, c'est parce que c'est quasi instantané et puis il n'y a pas besoin de se déplacer sur le terrain et donc ça va très vite et donc beaucoup moins chronophage et quelque part aussi, de ce que je comprends, moins coûteux.
évidemment. Et puis, il y a les études en immersion point de vente. Et je crois qu'on n'est pas très nombreux. J'ai un côté un peu village gaulois qui... Avant-gardiste. J'aimerais bien. Est-ce qu'on peut dire ça? Je sais pas. Je préférais effectivement dire ça aussi, de se dire rien ne remplace en fait à la fois de l'observation et d'interroger face à un vrai rayon. Parce qu'il y a aussi une autre tendance qui se développe, c'est de l'étude shopper virtuelle. Où online, on va pouvoir recréer, et ça peut être... Alors, il y a des solutions 3D qui sont vraiment bien, mais ça reste une image. Bien et sûr. même si on va les cliquer dessus ou quoi, c'est pas du tout la même démarche que le comportement très spontané. Et donc, sachant qu'en plus, d'un point de vue quanti, ça peut être intéressant pour l'émergence d'un nouveau pack, par exemple, d'un nouveau produit. En revanche, pour tout le reste, ça reste très virtuel dans toutes les dimensions du virtuel par rapport à ça. Donc, il y a des études qui se font à la fois de manière qualitative et quantitative en magasin. Oui. Donc, je peux parler, moi, la façon dont je le fais, c'est que finalement, plutôt que d'interviewer spontanément des clients qui se présentent sans savoir qu'ils vont être observés, ça c'est intéressant d'un point de vue quanti, parce qu'ils vont qualifier leur visite de destination, ils vont être très factuels. Mais il y a toujours le syndrome de « bonjour, c'est pour un sondage » et là, personne n'a envie de passer du temps. Ou les personnes qui passent du temps, c'est pas des shoppers lambda. C'est vrai. Et donc, pour avoir testé ça, d'un point de vue qualitatif, quand on veut vraiment faire une exploration approfondie, eh ben, finalement, on va pré-recruter les participants. Et on va donc on va voir quel est le cœur de cible. Et là, on va vraiment pouvoir travailler. Ça peut être selon les problématiques, alors, fréquence d'achat, petit, moyen, gros shopper, le profil du foyer, et ainsi de suite, l'âge et autres, tout ça peut être rentré en considération. Et donc, on fait appel à un cabinet de recrutement et on va leur donner rendez-vous dans un magasin, tel jour à telle heure, et ils savent qu'on va passer 1 heure ensemble. Ok. Et donc, on va les mettre très à l'aise au départ. On a vraiment toutes les techniques pour que ce soit le plus spontané possible, qu'ils se présentent au début, juste pour qualifier un peu, et derrière, on leur soumet une mission d'achat. Alors, c'est une mission simulée, parce qu'il y a longtemps, on payait, mais finalement, je me suis rendu compte que ça n'apportait pas vraiment quelque chose en plus, parce que du fait d'être immergé dans un vrai point de vente, qui n'est pas reconstitué, c'est la vraie vie, et le dessus prend vraiment... C'est le comportement naturel qui prime. Et donc là, on va faire tout le parcours, et au fur et à mesure de l'entretien, derrière, on va pousser selon la problématique, sur la démarche d'implantation, sur le séquençage, sur le balisage, sur des OP, le trade et autres dessus. Est-ce qu'on sait mesurer justement les biais que tu évoques? Parce que effectivement, et tu l'as dit à juste titre, il y a différents types d'études qui existent aujourd'hui sur le marché. J'imagine que toutes répondent à un besoin spécifique et particulier, ou pas d'ailleurs, tu me diras. Et souvent, alors pour le coup, pour lire la presse professionnelle, on a souvent du déclaratif sur certaines choses, et on se pose souvent la question de façon très naturelle, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas ce paradoxe de forcément, si on te demande, je grossis le trait, mais est-ce que vous faites attention à l'environnement? Tout le monde a envie de te dire oui, et puis concrètement, c'est pas réellement ce qui se retranscrit dans les paniers d'achat. Donc ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est mis en place? Quel est ton regard et l'analyse que toi, tu en fais avec ton expérience des études shopper? Alors, il y a un gouffre entre le déclaratif consommateur et le comportement shopper, où je m'explique. On peut être convaincu, quand on répond à une étude online, de dire « mais oui, évidemment, je vais faire attention, je veux du durable, je veux du local ». Enfin, tout ça est profondément ancré dans l'esprit des gens. Quand ils rentrent dans un magasin, là, derrière, ça peut voler en éclats. Ils ne se rendent même pas compte. Je vais te donner un exemple. De dire
on déteste le suremballage. On dit tout ça, ça finit dans la poubelle jaune, c'est une catastrophe et c'est pas possible. En revanche, pour avoir travaillé dans l'univers de la viennoiserie, et ben finalement, on aime les produits qui sont emballés individuellement parce que ça va durer plus longtemps. Et donc, quelque part, on ne va pas gâcher. Ça veut dire qu'il y a un emballage par 10 et puis derrière, sont des emballages individuels. Mais quelque part, ça répond à une autre problématique d'anti-gaspillage. Enfin, voilà, je recycle très, mais effectivement. C'est ça. Donc, je ne vais pas juger les gens par rapport à ça. Évidemment, bien sûr. Donc, nous, on n'est pas là pour les juger, on est là pour les observer dans leur comportement le plus spontané possible, pour voir. Et donc, on ne fera même pas, on mettra pas la lumière sur le décalage de ce qu'ils ont dit en intro, parce qu'ils l'ont oublié, et c'est pas grave. Mais ça montre vraiment toute cette réalité qui fait que chez Focus Shopper, on refuse d'être dans un magasin reconstitué, dans une reconstitution virtuelle, parce que c'est pas la réalité. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que on pourrait dire, justement, par rapport à ce que tu observes sur le terrain, on peut le dire, on le voit souvent, on l'entend souvent, on le lit souvent, un consommateur qui est, alors on emploie le terme schizophrène, c'est pas le terme, mais en tout cas qui est avec tous ces paradoxes, justement c'est un peu en lien avec ce qu'on disait précédemment. Est-ce que toi tu le lis et tu le vois dans les études Shopper que tu mènes ? Oui, et en même temps, comme j'accentue pas trop sur la dimension consommateur, on attaque direct la façon d'acheter. Donc, je le lis bien, je le vois, et par rapport même aux données des clients avec lesquels on travaille, je vais te donner un autre exemple pour avoir travaillé sur comment est-ce qu'on achète un whisky chez un caviste. D'accord. Le client me disait, on a des femmes consommatrices de whisky. Donc, il faut en recruter, avec ce principe de pré-recrutement, pour aller chez tel et tel caviste. En fait, avec la boîte de recrutement, on n'en a pas trouvé une seule. Juste une qui, exceptionnellement, pouvait en acheter, pour elle. Parce que, en fait, ça c'était quelque chose qui avait été exacerbé avec notamment les réseaux et des femmes qui se disaient consommatrices, mais elles ne sont pas shoppers. En fait. Donc, pour le champagne, on en a trouvé, sans problème, mais whisky, non. Donc, c'est là où c'est tout le décalage qu'il peut y avoir entre quelque chose qui peut être totalement exacerbé, et notamment sur les réseaux, des prises de parole comme ça, de personnes très convaincues, mais finalement qui n'achètent pas. C'est super intéressant et je pense que tu peux avoir aussi la même chose, alors dans une moindre mesure, mais sur la catégorie des vins et des vins, effectivement, très intéressant. Est-ce que toi, il y a des signaux faibles que tu observes qui sont latents ou des signaux que tu avais déjà observés et qui aujourd'hui sont exacerbés, effectivement, probablement par les réseaux sociaux ou alors, en l'occurrence, par des études, des data distributeurs que tu avais déjà ressentis auprès de tes consommateurs sur le terrain ? Bon, avec toute la hausse des prix, de plus en plus, en fait, les shoppers vont aller d'abord chercher la promo. C'est le premier truc qu'ils cherchent dans un rayon, que ce soit en TG ou sur les premiers mètres de mise en avant des produits dans un rayon. Et si ça leur convient, si c'est une marque qu'ils connaissent et dans laquelle ils ont confiance, ils vont acheter, ils partent. Donc, il y a beaucoup moins d'exploration de l'offre, finalement, dans un rayon, même pour des gros shoppers qui viennent. Donc, il y a ça. Et il y a aussi ce discours que j'entendais très peu avant de « j'ai pas envie de me faire avoir ». Mais ça, c'est que ce soit en GMS, sur les produits de grande conso ou ailleurs. Et je pense que ce qui est un effet collatéral qui vient de loin pourtant, ce sont les soldes flottantes dans le prêt-à-porter. Où, avant, on savait, OK, on a les soldes de printemps, on a les soldes d'hiver, et c'est bon. Sauf qu'il y a eu toutes ces soldes qui émergeaient comme ça. On achète une grosse pièce un jour, la semaine d'après, on voit qu'il y a un 20% de remise et on se dit, évidemment, la vendeuse, elle n'est pas allée me dire que la semaine prochaine, il y aurait une promo. Et donc là, c'est ce côté de se faire avoir comme ça. Et l'autre, il y a d'autres choses. Et ça, pour le coup, ce sont les réseaux qui l'ont exacerbé. OK, je vais le dire, je suis un dinosaure. J'ai commencé les études Shopper en début 2000.
Voilà. Et à ce moment-là, c'était très rare d'avoir des gens qui regardaient le prix au litre et le prix au kilo. Ah ouais. Et ça, c'est super répandu sur les réseaux. Les bonnes pratiques, les bonnes astuces, en fait. Il y a ça. Donc, de plus en plus, ils regardent. Et puis, il y a aussi, entre la guerre des prix et entre enseignes et autres, quand parfois, tu as la marque nationale qui est moins chère que la MDD, enfin, il y a un truc qui ne va pas, quoi, sur la ref principale. Et surtout aussi, les formats familiaux qui sont, le prix au kilo, plus cher qu'un format individuel. Ça aussi, et ça, chez les shoppers, ils ne peuvent pas concevoir ça. Ils se disent, mais je me fais avoir par la marque. Donc, c'est très destructeur de confiance, en fait, vis-à-vis de la marque. Et la marque, souvent, elle n'y est pas pour grand-chose au niveau de ce positionnement prix. En fait, là, je me permets, mais dans ce que tu évoques, il y a 3 choses. Il y a la première chose qui est les critères de décision d'achat. Ouais. Donc, effectivement, avec de ce que tu me décrire et ce que tu vois, c'est 1, le prix, et 2, la marque, voire même la marque refuge. Donc, ça pose la question de quid, justement, des innovations et des marques émergentes, ou en tout cas non connues, pour justement avoir leur place dans le rayon. Ensuite, il y a effectivement la défiance du consommateur qui est de plus en plus exacerbée, où tu évoques effectivement, j'ai pas envie de me faire avoir. Et donc, comment on fait pour recréer du lien auprès de ce consommateur, puisque ça a l'air d'être cross-catégorie quand même? Ah oui. Oui, ça, c'est tous les univers de PGC sont concernés par ça, parce qu'il y a quand même une guerre des prix entre enseignes qui est très fortement ancrée et on va avoir du mal à s'en sortir de ça. Je pense que c'est l'approche catégorielle où, grâce à toute cette réflexion du penser client, dans le partenariat de l'enseigne, du magasin et des marques, de se dire, OK, on a pensé à moi, et c'est pas moi, le client final, qui doit faire l'effort de tout comprendre. Et donc, de lui pousser avec une démarche d'implantation plus orientée client final que simplement dire OK, j'ai tant de parts de linéaire et ainsi de suite parce que j'ai tant de parts de marché. Enfin, voilà, c'est normal. Il n'empêche que si le client, quand il rentre dans un rayon, il se dit OK, ça me parle, je me retrouve dedans, plutôt que de dire oh la vache, il faut que je me tape tout le rayon. Oh, il y a 16 éléments, j'en sais rien, et parce que je comprends rien, donc en fait, j'ai juste envie de laisser tomber. Si le fait de comprendre son repérage, son arme de décision, et donc d'avoir une démarche d'implantation qui est vraiment orientée pour lui parler, bah ça, c'est une vraie différence. Et je le remarque selon les enseignes. Il y en a une, je n'ai pas envie de la citer, mais souvent, les clients me disent « Ok, en fait, je ne vais pas dans tel magasin parce que je ne comprends rien au rayon. Ça ne me parle pas. Je me repère pas. C'est compliqué. Et je perds du temps. Donc, en fait, moi, j'y retourne pas. » Mais justement, est-ce que ça émane du fait que effectivement on a perdu et tous conjointement, je parle pas industriel contre distributeur, je parle bien conjointement, on a perdu cette notion catégorielle et orientée shopper au profit ou à cause de justement cette guerre des prix où effectivement on parle achat et on parle pas shopper et catégorie. Est-ce que c'est aussi parce qu'on a effectivement une crise de ressources humaines en point de vente qui fait que tu peux arriver aussi en tant que shopper devant des rayons qui sont complètement défoncés, excuse-moi du terme, par manque de rupture, manque de balisage, manque de signalisation et ainsi de suite. C'est déjà du réassort, le fait d'avoir des ruptures. Y a beaucoup de clients qui me disent, parce que moi je leur donne rendez-vous tel jour, mais je sais que j'évite les lundis matins, parce que souvent il y a des gros trous dans la raquette, et puis éviter d'avoir un enfant malade ou une voiture en panne, donc qui fait que la personne finalement ne peut pas venir, ne peut pas honorer le rendez-vous. Mais on sait qu'il y a des jours comme ça, où encore plus dans des magasins spécialisés, où le lundi matin on n'y va pas. Parce qu'ils ont besoin
cleaner en fait c'est un terme bon, mais bref de ranger et de faire du réassort et il y a vraiment ces techniques les shoppers me disent spontanément moi je fais pas les courses le vendredi après-midi ou le samedi après-midi parce que je sais que souvent les rayons sont vides. Ou c'est le bordel parce que y en a plein, ils s'en fichent, ils prennent un produit, ils leur balancent n'importe où et tout le monde ne fait pas l'effort d'eux. Et alors là, je vais en parler. J'ai quand même une enseigne qui, je trouve, a été assez destructrice du rapport que les shoppers peuvent avoir avec les magasins. C'est Action. Action qui a généré cette chasse au trésor, le côté assez frénétique et de dire waouh, je sais qu'il y a très peu de produits qui sont dispo, donc je passe dedans, je prends, quitte à si finalement je me rends compte que déjà j'atteins la somme que je m'étais donnée parce que je ne sais pas quand j'ai chez Action ce que je vais trouver, où je m'étais dit ok, je vais dépenser tant d'euros, donc, et de le balancer ailleurs. Et ça, y a un côté frénétique là-dedans qui fait que on n'a rien à faire en fait ceux qui rangent, ceux qui présentent, ceux qui passent derrière pour nettoyer. Enfin, et ça pour le coup, ça s'est vraiment exacerbé avec l'explosion en fait. Il y a plus de 850 actions maintenant en France. Moi, j'y vais. Je suis pas cliente, mais je me force à y aller pour comprendre pourquoi. Et ils sont redoutables d'un point de vue assortiment et guerre des prix. Ils sont redoutables là-dessus parce que c'est quasi irrésistible et je dois être une des rares, un peu comme chez Primark, à ne pas acheter. Pour moi, c'est de l'achat au kilo, c'est de l'achat... c'est de l'uberisation en fait de nos points de vente. Et l'impression de posséder... mais que du jetable. Donc, c'est très compliqué, ça. Et là, vraiment, c'est une évolution qui fondamentalement, à la fois personnellement et puis d'un point de vue spécialiste, ça me fend le cœur, en fait, de voir ça, parce que c'est hyper destructeur du rapport que l'on peut avoir avec les magasins, quels qu'ils soient. Parce que c'est, je prends, je jette. C'est comme la mise au panier sur un site marchand, quoi. Puis derrière, on concrétise pas, mais c'est pas grave. Sauf que c'est pas la même chose, c'est pas pareil. Tout à l'heure, tu parlais de visibilité, lisibilité et surtout parcours shopper en grande distribution alimentaire. Est-ce que tu observes des différences significatives entre les catégories ? Est-ce que de ton expérience ou des shoppers, des études terrain que tu as pu faire, est-ce que tu vois une catégorie qui a, je ne sais pas, particulièrement fait des efforts, ou tu as un exemple à donner, et puis une en particulier où il y a, entre guillemets, du ménage à faire ou du travail à faire pour justement améliorer le parcours shopper ? J'en ai pas qui me viennent d'emblée à l'esprit. En revanche, tous les industriels qui ont déjà pris du temps pour comprendre leurs consommateurs et aussi leurs shoppers, en fait, ont se penser client final, pas client distributeur, client final. Et à la fois dans leur démarche et tout ce qui est balisage et autres, ça va être même du vocabulaire du client final. Et je pense, oui, typiquement, c'est tout ce qui est l'univers des fromages. Quand on parlait avant des pâtes pressées et autres, exact. mais je pensais au secours, exactement quoi. à cette catégorie. Et en fait, pareil, dans les tablettes de chocolat, où j'ai travaillé avec plusieurs industriels, et quand ils me parlaient de leur segmentation, je ne la comprenais pas. Il me parlait tablette avec inclusion, avec machin. Et il y avait tout ce vocabulaire très fabricant, très usine, en fait, que je n'arrivais pas à appréhender. Et alors, ça c'est complètement vérifié d'un point de vue shopper derrière. C'est que, et donc, de ça découlait un séquençage de l'offre qui n'était pas clair. Et notamment avec un fabricant de tablettes de chocolat
Eh ben, on a fait un avant-après en démarche d'implantation. Ça date un peu, donc bon, je ne citerai pas de marque, mais et pour moi, je ne comprenais pas. Alors, il y avait des magnifiques pavés de marque, ça c'était sûr, on les voyait très bien. Mais au-delà d'une grosse segmentation pour les enfants, plutôt à déguster, adultes et à pâtisser, hormis cette première grosse segmentation, le reste, c'était incompréhensible. Et finalement, avec une grosse étude Shopper, on a pu... Voilà, ce qu'on a préconisé, c'était de dire on va aller du plus pur vers le plus gourmand. Et c'était extraordinaire derrière d'avoir... ils ont négocié dans des magasins de pouvoir donc avoir la nouvelle démarche d'implanter. Et sur les mêmes profils de shopper, évidemment, d'autres personnes, c'est de refaire l'étude, donc vraiment le avant-après. Et là, ils disent « Oh, il y a plein de nouveautés, je découvre des choses. » Parce qu'évidemment, la toute petite cartouche de c'est nouveau, tout ça, c'est invisible sur un facing. Et bien là, ça permettait effectivement d'avoir une lecture beaucoup plus... visible. À la fois visible, intuitive, et puis sans même des stop rayons ou quoi, mais d'avoir une progression qui a fait que il y avait beaucoup plus d'exploration. En plus, avec une valeur faciale là, les prix du cacao ont augmenté, donc ça date un peu. Mais quand bien même, ça reste un prix accessible. Bien sûr. Et donc, tu te fais plaisir. Et là, ça décuplait le nombre. Donc, le panier, il y avait une augmentation à la fois en volume et en valeur. C'est super intéressant ce que tu dis et surtout, en fait, ce qu'on comprend aussi, c'est que c'est tellement spécifique à certaines catégories. Et moi, en fait, ce que ça me fait venir comme type de question, c'est de me dire, c'est quoi la bonne segmentation ? Parce que concrètement, tu vois, on parlait du rayon fromage, où tu as... donc, c'est plus pâte molle, etc. Je ne suis même pas spécifique, mais c'est vrai que quand je vois sur des magazines professionnels... les segmentations, même moi, des fois, j'ai du mal à comprendre alors que je baigne quand même depuis un moment là-dedans. Mais par contre, voilà, on va acheter un camembert, on va acheter une feta, on va acheter une mozzarella. Et tu as au milieu un rayon enfant. Et tu as la segmentation, effectivement, par aliments, donc alias ce que je veux acheter, ce que j'ai mis sur ma liste de courses. Et on voit un peu apparaître au sein de nos linéaires certaines segmentations par cible. Donc, est-ce que je suis sportif et donc je vais aller au rayon protéiné ? Est-ce que je suis un enfant, donc le parent va aller à la catégorie enfant ? De quelle façon tu l'observes, ça ? Alors, tout est spécifique catégorie par catégorie. C'était la même question de le bio. Où est-ce qu'on le met ? On fait un corner, un shop-in-shop bio, ou est-ce qu'on l'insère dans tous les rayons conventionnels ? Tout ça, en fait, à chaque fois, il faut réfléchir. Là, typiquement, tout ce qui est protéiné, pour avoir bossé dessus, aujourd'hui encore, c'est toute l'offre protéinée, donc plutôt orientée sport, elle est dans le rayon diététique, mais tout le monde n'y va pas. Et donc, l'idée, c'est pour aller capter... C'est bien de l'avoir en fait j'ai envie de dire dans le conventionnel, dans le classique. Oui. Donc après, il y a effectivement du type très typé enfant. Pour le reste, à force de sursegmenter les cibles, on va arriver sur des trucs niches qui vont plus parler à personne parce qu'on ne se sentira pas concerné. Donc, faut quand même un magasin, et c'est ça qui est génial, c'est que quand on travaille aussi sur des exercices de segmentation pour confronter, voir si c'est perçu de la même manière par les consommateurs shoppers, c'est de mettre toute l'offre en vrac sur une table et leur dire « Ok, créez les familles ». Et de voir là, dans un groupe de consommateurs, de participants comme ça, j'adore mélanger. Alors déjà des femmes, des hommes, des jeunes, des plus âgés, et ainsi de suite. Si on est sur, je sais pas moi, la catégorie viennoiserie et autres, c'est de dire, on a des parents avec des jeunes enfants, avec des ados, on a des jeunes adultes, on a des seniors. Ils achètent pour eux, ils achètent pour d'autres. Et donc, de tous ces gens-là, il faut qu'ils se mettent d'accord pour dire, OK, c'est quoi notre segmentation ? Donc, et ça, il faut l'avoir fait sur chocolat, sur des glaces, sur tout. Il n'y a pas de limite là-dessus, en fait. Et donc, si vraiment on va aller travailler une micro-cible, à un moment, le magasin, il ne s'adresse plus à personne.
C'est vrai. Donc, ça peut être un vrai danger. Et même dans les magasins bio, pour avoir bossé dessus, ça peut être, si tu es trop micro-cible, ça marche pas non plus, en fait. Ils se sentent pas concernés ou ça leur parle pas, en fait. Oui, puis après, il ne faut pas oublier, et souvent on a tendance à tomber là-dedans, on parle d'alimentation. Donc on touche tout le monde. On est quand même dans du masse. Oui, c'est le vegan. C'est typiquement, c'est du vegan où finalement c'est micro-niche. Et si on voit ça exacerbé, pour avoir vu cet été en vacances, le sorbet s'était mis en avant comme étant vegan. Mais c'est du sorbet, donc ça va. Il faut arrêter de nous prendre pour des andouilles, on va pas dire autrement. Bien sûr. Mais voilà. On a aussi, effectivement, pardon. On a aussi plusieurs circuits, évidemment, en grande distribution. Hein. On voit notamment l'essor de la proxy. Oui. Aussi une expérience de plus en plus digitalisée. Là, j'ai vu ce matin, il y a une étude qui est sortie de Linéaire. Non, je recommence. Ce matin, il y a une étude qui est sortie de Nielsen qui montrait les chiffres de TikTok Shop. Et c'est assez impressionnant le nombre de shoppers qu'il y a sur la cible 18-34 ans. Comment on fait avec l'essor justement du digital et de tout ce qu'on voit IA? Demain, on pourra probablement acheter sur ChatGPT, TikTok Shop, le Drive, la proxy. On parle de mix retail. Comment on fait pour trouver une certaine cohérence au milieu de tout ça? Alors, pour ce qui est alimentaire, de toute façon, moi, je continue d'être convaincue que c'est le magasin physique qui restera le lieu la visite de destination principale. Le reste, c'est de l'opportunité. Et typiquement, c'est parce qu'il y a une promo, et puis il y a de la découverte, il y a le côté fun. Regarde tout ce principe des livraisons en un quart d'heure. C'était vraiment aussi, c'était de la flemme. On n'allait pas au magasin en bas de chez soi alors qu'on était en ville, simplement pour se faire livrer sa plaquette de beurre ou sa tablette de chocolat. Au secours. Bon, ça, le modèle économique, ça s'est complètement cassé la figure et ça s'arrête. Oui, il faut être présent partout. Il n'empêche que on a envie de choisir. Alors, c'est bien d'avoir le drive pour tout ce qui est les pondéreux et on se fait livrer dans le coffre. Beaucoup plus drive voiture que drive piéton, ça c'est encore autre chose. Mais il y a un côté très pratique et c'est bien. Ça limite aussi pour les personnes qui ont des budgets limités, et c'est indéniable qu'il y en a. C'est à la fois de faire du drive et en magasin de le faire avec la scanette. Oui. La scanette est un outil incroyable et c'est pour ça notamment que beaucoup de shoppers se la sont appropriés. C'est que ça te montre ton montant total. Moi, avant, j'avais des shoppers, quand je les interviewais, je les appelais des calculatrices sur pattes parce que d'eux-mêmes, c'était leur façon de faire. Ils savaient combien, en gros, ça allait leur coûter. La scanette maintenant permet ça et plus avoir ce moment extrêmement délicat quand on est en caisse, de voir le montant et de dire ok, en fait, j'enlève ça. Donc, la scanette est un vrai outil et pour des budgets contraints, c'est un vrai soulagement en fait de pouvoir utiliser ça au-delà du gain de temps et autres praticités. Mais oui, il y a tous ces points de contact et potentiels points d'achat. Il n'empêche que le magasin restera très central et ça permet, tu parlais de la proxy, c'est aussi, on n'a pas la même attitude quand on va acheter en magasin de proxy par rapport à un magasin type super ou hyper. Finalement, on n'a pas tant une liste de courses que ça, on a 2-3 produits dans la tête. Et puis là, on peut être amené à dire « Ah tiens, il y a ça !» Et comme finalement... Sauf si on est vraiment, évidemment, dans un budget très contraint. Mais on peut se laisser tenter tant que le produit est bien amené, bien mis en avant ou au bon emplacement dans le magasin. Ça peut vraiment générer aussi de l'achat d'impulsion, de l'achat découverte. Comment tu évalues auprès de tes clients, justement, cette maturité shopper dont tu fais preuve?
Quand tu échanges sur des briefs ou autres, c'est quoi les points où tu vas être extrêmement vigilante? Déjà, je les aide à prioriser, parce qu'une étude shopper, et surtout en exploratoire qualitatif, ne peut pas répondre à tout. Et puis, je les aide aussi à vraiment cerner la cible à rencontrer. Donc, et puis, s'il y a trop d'objectifs, trop de lièvres à courir à la fois, eh ben non, je peux dire non sur certains. Parce que ça va être une étude fourre-tout. Souvent, les clients ont cette idée d'une étude quanti où c'est une durée de questionnaire. Voilà, le quali, ouais, on va rajouter les questions et ça va passer. Non, en fait, parce que c'est pas du j'aime pas, ça me plaît pas. On n'en fait rien de tout ça, nous. Donc, il faut prioriser. Et savoir, et donc on les aide aussi à clarifier quels sont typiquement les partenariats à pousser avec telle ou telle enseigne. Parce qu'évidemment, ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est qu'une étude en magasin, il faut avoir l'autorisation en fait, du magasin. L'envers du décor. Et voilà, donc ça prend toujours un peu de temps. Et c'est pas toujours évident. À force, on a des partenariats et ça, c'est vraiment très chouette. Il y a une enseigne aussi qui fait payer chaque intervention. C'est la seule, mais c'est... dont tu tairas le nom. Voilà. Heureusement qu'il y a eu que celle-là. Mais sinon, et puis chez les indépendants, c'est pas que la centrale. Il faut descendre vraiment aussi au point de vente, au directeur qui donne son accord aussi. Pourquoi je disais ça ? C'est parce que derrière, il faut avoir toute cette connaissance terrain et aussi pour être hyper pragmatique dans les solutions préconisées. Donc, si on n'est pas en magasin réel sur qui n'est pas reconstitué, donc qui est hors sol en fait, et on va voir d'une approche catégorielle comment ça fonctionne. Derrière, c'est aussi donner des recommandations très opérationnelles pour à la fois le client industriel et pour le magasin, pour que la démarche, elle tienne, ce soit pas un enfer en fait pour le réassort et à ce que ça tienne sur la durée. Donc du balisage, de la vitrophanie, des choses comme ça. J'ai parfois testé des choses qui ont été préconisées par d'autres acteurs, mais ça tenait pas une semaine en magasin. On en revient à la réalité terrain, n'est-ce pas ? Qui est très très importante. Julie, on arrive à la fin de cet épisode. Donc on l'a dit, tu passes ta vie à observer les gens faire leurs courses. Si tu pouvais remettre le regard d'un décideur sur un seul détail du parcours shopper, un geste, un silence, une émotion, quelque chose que tu as vu, qu'on regarde plus, ce serait lequel ? Elle est hyper intéressante comme question et en fait, j'ai pas une réponse toute faite qui arrive. Les shoppers, ils sont très spontanés. Donc, il faut quelque chose qui soit visuel et qui soit attractif. De la simple mise en rayon, ok, ça c'est très opérationnel, c'est terre à terre. Déjà que ce soit là, c'est bien. Mais d'avoir un peu le regard qui pétille, même dans une catégorie hyper basique, donc c'est ce penser client qui fait que le shopper, il va se sentir bien dans le magasin, donc il va avoir une attitude assez posée. Alors oui, on peut avoir des temps contraints il faut aller vite parce qu'il y a les enfants à aller chercher, il y a ainsi de suite. Mais derrière, quand parfois ils arrivent à se poser, c'est là où je me dis, OK, il y a vraiment quelque chose qui se fait et qui fait que le magasin physique reste très central dans les courses. Julie, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, des remarques sur l'épisode ? Bonne question. J'ai mon site, enfin sur LinkedIn aussi, c'est facile de me retrouver. S'il y a des étudiants de Dauphine, ils savent où me trouver aussi. Et puis, oui, je pense que je dois être un peu visible. Voilà.
Merci beaucoup en tout cas, Julie. Un grand merci Salomé, c'était un plaisir aussi. C'est de bonnes questions qui font réfléchir. Merci, à bientôt. À très bientôt.